Merci de nous suivre. Bienvenue dans Afrique Midi. Tout de suite, nous partons avec les titres. Fin hier à Dubaï de la conférence internationale des investisseurs Investir dans l'UEMOA. Cet important rendez-vous de promotion de partenariat qui a vu la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement avait pour but de rechercher des recherches d'investissement pour l'espace UEMOA. Épidémie Ebola en Guinée, le président Alpha Condé était hier face aux hommes de médias et les a appelés à s'impliquer davantage dans la lutte contre le virus. La conférence internationale des investisseurs Investir dans l'espace UEMOA qui se tenait à Dubaï a pris fin hier dans la soirée. On prépare à cette importante rencontre plusieurs chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. L'objectif recherché est de mobiliser des investissements pouvant développer des projets novateurs dans l'espace, dont la Côte d'Ivoire qui a pleinement pris part à cette rencontre. Le président de la République, Alassane Ouattara, a participé aux côtés de 5 de ses pairs de la sous-région ouest africaine et en présence de l'émir de Dubaï et vice-président des Émirats arabes unis au lancement de l'initiative régionale Investir dans l'UEMOA. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA portant sur la diversification des partenaires susceptibles d'investir dans les projets de l'Union. Les investisseurs se sont ainsi vus présenter toutes les opportunités d'investissement dans l'espace l'UEMOA avec en priorité le financement de la deuxième phase du programme économique régional. Qui a d'ailleurs fait l'objet de présentations à l'ensemble des partenaires de notre Union lors de la table ronde d'Abidjan en Côte d'Ivoire, sous la haute présidence de son Excellence, le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le coût total des projets est évalué à 10 759 milliards de francs CFA, soit 4 160 milliards pour la réhabilitation et la construction de kilomètres de lignes ferroviaires et 2600 milliards pour le prolongement sur 1000 kilomètres jusqu'à Ouagadougou de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro. 6 mois, jour pour jour, après la visite de Sa Majesté Mohamed VI en Guinée-Conakry, la coopération entre les deux pays vient de franchir une nouvelle étape stratégique. Une centaine d'entrepreneurs et 13 ministres guinéens ont fait le déplacement à Casablanca, au Maroc, hier pour prendre part au premier forum d'affaires entre les deux pays. Deux économies qui peuvent être complémentaires. C'est cette image que Rabat et Conakry ont voulu symboliser aujourd'hui. 500 entreprises des deux pays participent à ce premier forum économique maroco-guinéen. La Guinée, qui souhaite relancer son économie, compte sur l'appui du Maroc et sur la contribution de ses opérateurs économiques. Nous allons travailler à communiquer sur les performances de l'économie guinéenne, les réformes qui ont été engagées, mais aussi sur les potentialités qui existent dans notre pays. Par ce temps qui court, où nos pays sont stigmatisés, où les portes se ferment pour nous, voilà que le Maroc a montré que c'est une grande nation. Elle a ouvert ses portes à ses pays, à ses frères de l'Afrique de l'Ouest. La Guinée considère le Maroc comme étant un partenaire stratégique sur le plan économique et sur le plan de la mise en œuvre des projets initiés par le président et le gouvernement guinéen, mais elle compte également sur le Maroc dans l'accompagnement des réformes et dans l'accompagnement de la mise en œuvre de tous les dispositifs tournés vers une dynamique d'ouverture, tournés vers une dynamique également de création d'emplois, de création de richesses. La visite de Sa Majesté le Roi en Guinée en mars dernier a permis de baliser la voie devant les opérateurs des deux pays. 21 conventions avaient alors été signées. L'ambition aujourd'hui est d'en assurer la mise en œuvre. 3 nouvelles conventions ont été conclues aujourd'hui dans le secteur de l'agriculture et de l'assainissement liquide. Le Maroc est déjà le deuxième investisseur africain en terre guinéenne après l'Afrique du Sud. La Guinée, qui souhaite drainer 40 milliards de dollars d'investissement cette année, compte sur le Maroc pour l'aider à se redresser et à mener à bien son programme de qualification économique.
Parlons de l'épidémie Ebola en Guinée avec cette rencontre entre le président de la République Alpha Condé et les patrons de presse nationale et internationale. L'objectif visé était d'appeler les professionnels de médias à s'impliquer davantage dans la lutte contre l'épidémie Ebola. Devant les patrons de presse, les responsables des médias d'État et autres journalistes accrédités, professeur Alpha Condé a rappelé le rôle combien important des professionnels des médias en cette période d'épidémie. Cette préoccupation du chef de l'État a suscité un élan de solidarité chez les responsables des médias. J'avoue que j'ai été impressionné par la sincérité du chef de l'État, sa farouche volonté d'en finir avec cette maladie le plus tôt possible. En guise de réponse, notre union ne tardera pas à mettre en place un mécanisme qui lui permette de s'impliquer davantage dans la campagne. Je pense aujourd'hui que tout organe responsable doit vraiment s'impliquer parce que, comme il l'a dit le président, c'est une guerre qui est menée. Il faut vraiment l'implication de tout le monde. Je pense que c'est super important parce que la nation avant tout. La coordination nationale de riposte à Ebola estime aujourd'hui à 70 millions de dollars l'enveloppe devant permettre de lutter efficacement contre cette épidémie sur le terrain. Le président de la République a demandé aux journalistes de s'appuyer sur les langues locales pour une véritable sensibilisation des populations. Cet appel du chef de l'État a été entendu et les professionnels ont promis de jouer leur partition. C'est tant mieux pour les Guinéens. Le virus Ebola, on en parle toujours, est une véritable menace pour l'existence même du Libéria. Cet avertissement a été lancé par le ministre libérien de la Défense nationale. Il était hier devant le Conseil de sécurité des Nations Unies en appel à l'aide face à une épidémie qui gagne chaque jour du terrain et qui a déjà fait plus de 2000 morts en Afrique de l'Ouest. Monrovia, capitale du Libéria. Voici le plus grand centre de traitement de Médecins sans frontières. Ici, les malades atteints d'Ebola affluent chaque jour, mais tous n'ont pas la chance d'être pris en charge. Avec 1224 décès recensés, le pays est le plus frappé par l'épidémie. L'Organisation mondiale de la santé prévoit plusieurs milliers de nouveaux cas d'ici à la fin du mois. Pour le ministre de la Défense, la situation pourrait échapper à tout contrôle. Ebola représente désormais une menace sérieuse à l'existence du Libéria. La maladie a un chiffre très certainement sous-estimé. Là encore, la situation s'aggrave. Presque la moitié des cas ont été dénombrés lors des 2 dernières semaines. À situation d'urgence, mesures exceptionnelles. Pour tenter de lutter contre la propagation, la Sierra Leone, par exemple, va mettre toute sa population en quarantaine pendant 2 jours. Hors de nos frontières, c'est une journée cruciale qui s'ouvre pour Barack Obama. Le président américain dévoilera ce soir sa stratégie pour venir à bout de l'organisation de l'État islamique, les djihadistes qui contrôlent un large territoire en Irak et en Syrie. Le chef de file des Républicains est prêt à le soutenir. Je pense que l'on doit s'en prendre aux terroristes où qu'ils soient. On est face à une sérieuse menace dont on doit s'occuper à plusieurs niveaux. Donc j'espère que le président va expliquer sa stratégie. Une stratégie que le président américain doit dévoiler lors d'une allocution télévisée ce mercredi soir à une heure de grande écoute. Selon un sondage pour le Washington Post, plus de 2/3 des Américains soutiennent l'intervention aérienne en Irak, presque autant souhaitent l'étendre à la Syrie. Entre la poursuite des bombardements commencés dès le mois d'août, l'armement des rebelles syriens et des combattants kurdes, il y a plusieurs options. En revanche, le président qui en 2011 avait retiré les troupes américaines d'Irak exclut toujours leur retour. Le président n'envisage pas un scénario dans lequel il enverrait des troupes au sol, particulièrement en Syrie. Le président n'envisage pas un scénario dans lequel les États-Unis interviendraient seuls.
Et afin de tenter de réunir une coalition la plus large possible, le président américain a déjà envoyé son secrétaire d'État au Moyen-Orient. John Kerry est arrivé en Irak avant de se rendre en Jordanie et en Arabie Saoudite. Selon lui, le combat contre l'organisation de l'État islamique promet d'être long, plusieurs années au moins. Dans 8 jours, les Écossais voteront pour ou contre leur indépendance. Ce mercredi, 3 leaders politiques britanniques, dont le Premier ministre David Cameron, se rendent en Écosse. Ils vont tenter de convaincre les électeurs de rester au sein du Royaume-Uni. Et il y a urgence car les sondages montrent les deux camps au coude à coude. C'est une course contre la montre qui s'est engagée en Inde et au Pakistan. Les secours tentent d'atteindre des milliers de personnes prises au piège après les pluies diluviennes de ces derniers jours. Il y a urgence car plus de 400 personnes ont perdu la vie dans ces inondations. Au Pakistan, dans le Pendjab, il n'y a pas que les hommes qui tentent de regagner la rive au milieu d'une rivière en crue. Partout, des villageois piégés par la montée des eaux. Impuissants face aux pluies torrentielles de la mousson, certains sont restés plusieurs jours sur le toit de leur maison. Dans la région du Cachemire, il y aurait 400 000 personnes à qui porter secours et ici peu de sauveteurs pour leur venir en aide. Des habitants parfois abandonnés, comme ici dans cet endroit reculé de la vallée du Cachemire. Sur cette colline, le village a été englouti par une coulée de boue. Et chacun tente de retrouver ce qui lui appartient. On n'a plus de toit et rien à manger. Comment allons-nous reconstruire notre maison alors que le glissement a détruit notre terrain? Il faut que le gouvernement du Cachemire et le Pakistan nous aident, car nous ne pouvons plus vivre ici. Pour faire taire les critiques qu'il accuse de gestion désastreuse de la catastrophe, Nawaz Sharif, Premier ministre déjà très contesté, a promis de leur venir en aide. Le gouvernement vous donnera un total soutien dans la reconstruction de vos maisons et pour régler vos problèmes. Nous allons dépenser tout ce qui sera nécessaire et peu importe le coût. Côté Cachemire indien, la principale ville Srinagar est sous les eaux. Ici, les secours de l'armée s'organisent depuis les airs pour sauver in extremis les habitants piégés sur le toit des immeubles. Mais ici aussi, on critique les autorités. Le gouvernement aurait pu au moins nous envoyer des bateaux pour nous secourir. Depuis 3 jours, personne ne s'est préoccupé de notre sort. Jusqu'à aujourd'hui, on n'avait plus d'eau ni de nourriture. En Inde, le gouvernement a décrété l'état de calamité nationale et annoncé le déblocage de 140 millions d'euros pour les sinistrés. Et un mot de sport avant de refermer cette édition avec la deuxième journée des éliminatoires Cannes 2015 au Maroc. Les Lions indomptables du Cameroun et les éléphants de Côte d'Ivoire s'affrontent ce mercredi dans l'après-midi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Hier, les deux sélections nationales ont effectué la reconnaissance du stade Omnisport. Je vous propose de découvrir ici les hommes clés de ces deux équipes. Hervé Renard est descendu sur la pelouse de Mfandena 2 pour la toute première fois ce mardi en compagnie de ses éléphants. Entraîneur de cette équipe depuis quelques mois, il va tout mettre en place pour dompter les Lions favoris du groupe D. Pour ce faire, le Français a des arguments solides en attaque avec le capitaine Yaya Nyeneri Touré, meilleur joueur africain depuis 2011, avec à son actif 89 matchs et 16 buts en sélection nationale. Les éléphants seront donc face à des lions plus jeunes mais plus vivaces, avec dans les rangs le trio d'attaque Maxime Choupo-Moting, Vincent Aboubakar et le jeune Clinton Djé de l'Olympique lyonnais, premier buteur du match face à la RDC. Cette équipe ivoirienne est plus étoffée que celle du Cameroun. Elle comprend 21 joueurs dont 18 professionnels. 17 d'entre eux ont participé au mondial brésilien. Côté Lyon, on compte 23 éléments avec 3 locaux et 20 professionnels. Un groupe plus rajeuni en reconstruction, mais plein de vivacité et d'envie qui devra rester concentré en s'appliquant sur les détails. Très important pour remporter ce match comme en 2004, date de la dernière rencontre entre les Lions et les éléphants dans la cuvette de Mfandena. Ce duel avait alors été remporté par le Cameroun sur le score de 2-0. Et c'est tout pour Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi et restez en notre compagnie. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.